Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes sur Fréquence Évasion en compagnie de Josiane Antonetti et nous allons parler de développement personnel, c'est ça je crois, de chamanisme contemporain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le chamanisme contemporain ? Le chamanisme contemporain coupe à court la confusion et la règle et les dogmes et retourne à une méthode simple et directe de ressentir le monde autour de soi avec ses propres qualités intuitives d'esprit. Aussi, ce que le chaman contemporain fait le contemporisme, le chaman contemporain, il a la foi de la terre, c'est-à-dire comment je pourrais dire, c'est la religion de la terre vraiment. C'est un peu la religion du cœur. Oui, mais surtout de la terre. Et il y a aussi, vous savez, dans le passé, il y avait les superstitions. Oui. Et qui tenaient un peu les gens dans un esclavage spirituel. Et tandis qu'aujourd'hui, avec la technologie moderne, nous avons une libre communication entre les cultures, entre les gens de toute croyance et de toute race. Et nous voyageons aussi au-delà des limites de notre propre société. Ainsi, nous avons découvert de nouvelles expériences en quête de notre propre vérité. Et nous avons ajouté la richesse de nos anciens, la richesse des expériences de nos anciens à ce que nous avons appris aujourd'hui aussi. Et souvent, ces changements se reflètent dans la façon dont les chamans d'aujourd'hui exercent leur activité, même les outils qu'ils organisent dans leurs activités. Et souvent aussi, comme dans de nombreuses cultures, comme le Mexique, certainement aux Indes et en Corse spécialement, nous, maintenant, aujourd'hui, nous utilisons aussi les Jésus, Marie, ce que la religion nous a appris entre-temps, quoi. Bien sûr, oui. Les anciens n'avaient pas toutes ces instructions, n'avaient pas toutes ces connaissances, quoi. Et nous avons un peu adapté notre travail comme je dirais, à notre ère, quoi, au temps d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus comme auparavant les chamans dans la jungle qui ne connaissaient que leur tribu et qui avaient appris de leurs anciens, puis ça restait là, quoi. Oui. Tandis que nous avons appris d'autres choses. Alors justement, comment ça se passe aujourd'hui ? Et puis, vous savez, il y a une chose qui est commune dans le chamanisme d'aujourd'hui et le chaman d'avant, c'est les croyances que nous avons. Le commun dénominateur que nous avons, c'est que nous croyons fortement que toutes formes de vie sont interconnectées et qu'un équilibre et le soutien mutuel est essentiel à la survie de l'humanité. Tout se rejoint. Tout se rejoint, tout est interconnecté, mais alors tout. Et que nous savons aussi qu'en appliquant ces lois fondamentales de l'univers tous les jours, ces lois qui gouvernent tout. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous dis. Oui, si, je pense qu'on aura compris, oui. Vous voyez, qui gouvernent, c'est des lois universelles. C'est ce que j'allais dire, les lois universelles, voilà. Voilà, des lois universelles qui gouvernent notre vie, et enfin, pas que notre vie. L'univers. Humain, toutes les vies. Toutes les vies. Voilà. Nous savons que nous pourrons c'est seulement en faisant cela que nous pouvons retrouver l'équilibre que nous avons perdu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour le retrouver, cet équilibre ? Eh bien, pour retrouver cet équilibre, c'est premièrement se rendre compte. Là, je crois que vraiment, je crois pas, je suis sûre que l'essentiel, c'est de savoir que tout était interconnecté. C'est-à-dire, ce qu'on fait au plus petit, eh bien, on le fait au plus grand. Et aussi une chose que le chaman vraiment croit, qu'il n'y a pas de plus petit. Tout aux yeux du créateur, disons. Tout a une fonction, tout. Il n'y a pas du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que l'être humain fonctionne différemment que l'animal, bien sûr, parce que nous avons une intelligence, enfin je ne dirais pas une intelligence, je dirais un intellect, alors que jusqu'à présent nous avons très peu appris de la vie animale, de la vie végétale. Nous pensons que nous savons, mais enfin,
le chaman, lui, qui communique avec ces entités, c'est que nous sommes très très loin de savoir quoi. Alors justement, comment les chamans arrivent à communiquer avec les entités? Quelles sont ces entités? Ah, comment nous pouvons faire ça? Ça, c'est le cri. Ben, écoutez, vous savez que le chaman voyage. Oui, Il voyage. Ah ouais. Et à travers ces voyages, eh ben, il rencontre des entités et souvent, il peut communiquer, enfin souvent je dirais, une de ses qualités, c'est qu'il peut communiquer avec toutes sortes d'esprits, dont l'esprit de la nature, l'esprit des animaux, parce que nous avons tous un esprit. Et nous pouvons, à volonté, communiquer avec ces esprits-là et qui nous donnent d'ailleurs dans les anciens, lorsqu'ils faisaient leur récolte pour la médecine, hein, pour soigner leurs malades, ils savaient la propriété de chaque plante. Et souvent, c'est en contactant la plante qu'ils savaient. Et bien aujourd'hui, si on ne vit pas à la campagne, c'est un peu plus difficile, bien sûr. Les chamans urbains ont un peu plus de difficultés. Ils apprennent. Ils iront dans des écoles pour apprendre ce que les plantes sont et ce qu'elles apportent. Mais enfin, en général, celui comme les Amérindiens, par exemple, eh ben, ils vous emmènent à une promenade. Ils peuvent vous dire tout ce que les plantes font et pourquoi il ne faut pas les prendre à un certain moment de l'année, pourquoi c'est nécessaire, à quoi, dans l'écologie de notre vie, quoi, ce que chaque plante fait. Mais c'est que tout est important. Les animaux, les plantes, l'air que nous respirons, ben, nous le savons bien, ça. Vraiment, c'est une... Moi, je dis pas, le mot religion est tellement mal pris, mais je dirais plutôt une philosophie de la Terre. Alors justement, ces chamans, ils communiquent avec des esprits. Comment se présentent ces esprits de la nature, ces différents esprits, ces différentes entités? C'est par des énergies subtiles. Des énergies subtiles que nous comprenons, que nous, par exemple, je vous donne un exemple, avant de choisir une plante, ben, on lui demandera si elle veut venir. Si elle est prête à venir. Et si on sent qu'elle n'est pas prête à venir, bon, on la laissera, puis on ira ailleurs. D'accord. Mais c'est une... Ah, comme c'est difficile à expliquer des choses pareilles. C'est tellement subtil. On le sent, c'est dans le ressenti, c'est dans l'énergie, c'est dans le... L'intuition. Oui, la fusion, voilà. La fusion avec la plante ou l'animal ou la pierre même. Lorsque nous faisons par exemple une hutte à sudation et que nous disons cueillir les pierres, pour la hutte à sudation, nous demandons aux pierres si elles veulent venir. Et puis je vous jure qu'il y en a qui disent non. Ah bon? Voilà. Elles disent non comment? Elles disent non. Parce qu'on veut les prendre, on se rend compte d'un coup qu'il y a une résistance. Oui. C'est subtil. Il faut quand même arriver à se mettre à ce niveau quand même. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une chose qui s'apprend à travers les années. C'est pas quelque chose qui s'apprend vite, quoi. C'est à travers les années qu'on commence à se rendre compte. On devient très sensible à tout. Et donc, en devenant sensible, on peut communiquer avec la plante ou l'animal, le minéral même. Alors les chamans, ils voyagent en état de décorporation, je suppose. Décorporation, vous voulez dire, ils quittent leur corps? Oui. Moi, j'appellerais plutôt ça, c'est comme une extase ou une peut-être... Il y a des voyages qui se font en dehors du corps, surtout pendant la nuit. Voyage, hein. Bon, souvent, l'être humain normal, son corps, il voyage et se rappelle de choses. Souvent, nous pensons que c'était un rêve. Mais souvent, nous avons des impressions comme on a été à cet endroit. Et nous croyons vraiment fermement qu'il n'y a aucun doute. Lorsque nous pensions que peut-être, mais c'est vrai, ça est arrivé. Parce que nous avons des sensations corporelles dont nous nous souvenons. L'image est dans les cellules, presque dans le corps, on se rappelle. Je suis sûre que ça vous est arrivé à vous-même, que les odeurs, quelque chose que vous rappelez, c'est comme si vous y étiez. C'est vrai. Et ou par exemple, si un de vos décédés, un membre de famille qui est décédé, ils sont venus vous rendre visite, le matin vous réveillez, c'est comme s'ils ont été à côté de vous. Oui. Et ça, c'est vrai. Maintenant, nous partons, moi, ce que je pense, c'est une transe plutôt. Lorsque moi, par exemple, je vous parlerai plutôt par exemple, lorsqu'un malade vient me consulter, je leur dis, bon, ils ont des maladies, ils ont des problèmes matrimoniaux, je sais pas. Il faut que moi, comment je pourrais dire,
Et est-ce que on a justement dans cet état-là la possibilité, vous me parliez de décéder à l'instant, de les contacter? Est-ce qu'on peut... Ah, absolument. Ah, expliquez-nous ça. Oh mon Dieu, comment je peux expliquer ça? Absolument. Eh bien, dans mon cas, vous me donnez un prénom. Oui. Et sans connaître la personne, d'ailleurs, je ne veux aucune information, absolument aucune. Je voyage et la personne se présente. Souvent, elle se présente physiquement, je la vois, je la perçois, quoi. Oui, oui. Ou alors, vraiment, je la sens, je la perçois. Oui, oui, oui. Et cette personne-là me donne des indications d'abord de qui elle est. Et moi, il faut que mon client qui est assis devant moi, je leur disais, eh bien voilà, est-ce que j'ai bien cette personne? Je raconte l'histoire qu'on m'a racontée, quoi. Oui, 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 d'accord. Et puis voilà, puis ils me disent, mais absolument. Mais comment vous savez ça? Ben, j'en sais rien. C'est ce que j'ai entendu. Ah, oui. Et après, la communication commence et c'est intéressant parce que souvent, ils donnent des détails familiaux, donc bien sûr, je ne connais absolument pas. Souvent, ils donnent des noms, souvent des endroits, des petits trucs que la famille connaît, que moi, je ne connais pas. Et puis, la raison que je le fais, ça c'est vraiment pour aider, ou alors le mort à partir et à continuer sa route, parce que souvent, ils sont pris entre les deux mondes. Ou alors c'est pour que la personne finisse son travail avec cette personne, demander pardon, enfin des trucs de famille, quoi, des trucs émotionnels qui doivent être finis pour que les deux parties puissent continuer leur vie, c'est-à-dire que le mort puisse continuer. Le mort, j'ai horreur du mot mort parce qu'on n'est pas mort. Ben, bien sûr. Voilà, pour que l'esprit puisse continuer sans encombre. Oui, oui, oui. Dans son voyage de perfection, et puis de perfectionnement, je dirais plutôt. Et pour que la famille, elle, puisse continuer une vie normale, Voilà. tout en se souvenant quand même de l'être cher qu'ils ont perdu. Est-ce qu'il y a eu justement des cas où vous avez ramené des preuves comme ça, quand vous étiez face à des personnes qui vous demandaient des contacts? Ah, des preuves, oui. En fait, c'est des preuves, je veux dire, physiques. Physique, oui. Physique, et puis justement des informations qu'un décédé vous a données pour un membre de sa famille. Absolument, Ouais. absolument. Et physique, c'est-à-dire, ils me diront, par exemple, où une chose est placée, c'est-à-dire, ils me décriront la maison dans laquelle ils ont vécu. Et où était la chaise exactement, où ils s'asseyaient, la fenêtre. Mais enfin, ils donnent des détails pour faire comprendre à la famille que c'est eux, quoi. Des détails que je ne saurais absolument pas. Ou alors, ils donnent des noms de gens qui sont encore en vie, ou ceux qui sont avec eux là-bas. Vous avez un exemple? Un exemple, oui, oh là là, j'en ai des exemples, mon Dieu, oui. Un exemple flagrant? Flagrant. Eh bien, écoutez, moi, oui, j'en ai un qui est flagrant. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, parce que vous savez que aussi les chamans voyagent dans le rêve et ils font du travail. Moi, mon client peut m'appeler. Je leur dis, bon, dans 3 jours, appelez-moi. Je vous donnerai la réponse parce qu'il faut que je voyage pour savoir. Et je vais dans le rêve et je demande. Et puis la réponse vient, et puis la réponse est toujours la réponse, quoi. Ouais. Mais cette fois-là, c'est un peu différent. J'avais eu un rêve où j'étais dans un endroit, enfin c'était un rêve chamanique, c'était même pas un rêve, j'étais entre les deux mondes, quoi. Vous savez, lorsqu'on est en train de se réveiller et le matin, et on est entre le sommeil et le réveil. Et j'ai eu cette expérience incroyable où je me trouve dans un monde où je vois beaucoup de gens qui sont ensemble, comme une arène, un peu, c'est rond. Il y avait un ciel merveilleux, personne ne regardait, tout le monde regardait en bas et je me trouve là. Et la minute que je me trouve devant cette dame est devant moi, elle me dit surtout, ne me demande pas de revenir. Bon, je la regarde et puis je vois 2 petites filles à côté, et puis d'un coup les petites filles prennent leurs mains, quittent la maman, prennent leurs mains, s'en vont. J'ai compris de suite qu'il y avait une mort, qu'il y avait une séparation. Je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, ça m'arrive tellement souvent, je suis sûre que bientôt, je vais savoir pourquoi. Peut-être une semaine après, je reçois un coup de téléphone de New York. Ouais. Et ce monsieur me dit, il faut que je vous parle, il me raconte une histoire, il y a eu un accident de voiture, et ma femme, mes filles ont été tuées, et ma femme est dans le coma. Puis je leur dis, mais je les ai connus, moi. Alors imaginez-vous son silence. Oui. Et il m'a raconté, je lui ai dit, voilà. Alors il m'a dit, je veux que vous l'aidiez à revenir, parce que je travaille beaucoup avec les gens dans le coma. Alors je lui ai dit, écoutez, j'ai pas le droit. Parce qu'elle m'a dit, surtout, ne me demandez pas de revenir.
Alors j'ai dit, la seule chose que je peux faire, c'est que je vais travailler avec elle pour qu'elle puisse prendre cette décision. Elle m'a dit, écoutez, on avait un fils qui est vivant, qui a survécu et il a besoin d'elle. Et oui, et effectivement, elle est revenue. Elle est ressortie de son coma et elle est revenue. Quelles sont les informations qu'on vous fait passer, par exemple, je parle des décédés qui vivent finalement de l'autre côté. Qu'est-ce qui ressort de cette vie dans l'au-delà? Eh bien, ils sont bien. Ils sont bien. Eh oui, ils sont bien. Et c'est très très dur de dire à la famille qu'ils sont bien. Parce que on souffre ici quand on a perdu quelqu'un de cher. Mais vrai. eux, lorsqu'ils ont quitté le corps, on n'a plus le même attachement que lorsqu'on était sur la Terre. C'est sûr. Ouais. Maintenant, si c'est un cas d'accident, alors là, et la mort a été rapide, c'est très différent. Parce qu'ils sont pris comme dans l'astral, souvent ils ne savent pas qu'ils sont morts, parce qu'ils peuvent voir et pas entendre avec les mêmes oreilles et les yeux que nous. Mais c'est comme si, il faudra que vous lisiez mon livre, vous comprendrez l'explication un peu mieux. Oui. Je ne sais pas si j'explique très bien, Ouais. mais c'est comme si vous êtes dans un état second, vous entendez, vous voyez, vous sentez, mais vous n'avez plus l'attachement que vous aviez avant. C'est-à-dire l'attachement s'est fait au moment où l'âme a quitté le corps. Et alors on n'a plus le même attachement et c'est nous, les vivants, qui avons l'attachement. Et c'est très dur à leur dire, écoutez, ne les appelez pas tout le temps parce que vous comment je pourrais dire ça, vous retardez leur route. Souvent, les mamans et les parents, ceux qui ont été aimés, ou même deux êtres humains qui se sont beaucoup aimés, retarderont leur voyage parce qu'ils veulent être près de ceux qu'ils aiment. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Ben, vous savez, moi, d'après moi, ce qu'on fait, on ne fait rien. C'est-à-dire, c'est pas un état comme ici. On n'a pas une petite maison, un petit jardin. Oui. On n'a pas ça. Et puis, on va plus travailler le matin, alors Non. on ne se lève plus. Bon. Quelle chance. Oui. Et de l'autre côté, il y a un état de connaissance totale. Il y a un état de connaissance totale et malgré tout, pendant quelque temps, on garde Moi, la seule façon que je peux expliquer, c'est parce que lorsque je les contacte, je contacte leur personnalité. Vous voyez, Oui. ils étaient quand j'étais ici. Et ils gardent cela pendant un moment jusqu'à ce que ça disparaisse doucement. Doucement. Alors, c'est comme s'il y a un travail à faire. C'est comme si vous alliez à l'école, quoi, encore. Alors, vous commencez par le tout petit. On vous explique ce qui vous est arrivé. Hein. Oui. Et puis, là, vous commencez à comprendre. Il y en a qui comprennent vite, comme toujours. Il y en a qui ça leur prend un peu plus de temps à comprendre. Et puis, ça continue. Et puis, un beau jour, nous espérons qu'ils iront dans la lumière, quoi. Et si c'est vrai, la réincarnation arrive, je suis pas sûre, mais enfin, j'ai des doutes, pas des doutes, mais je pense que nous savons tellement dans une vie que je doute que nous avions tout appris dans une vie. Mais enfin... Et justement, est-ce qu'on n'a pas des informations sur la réincarnation? On en reçoit parce que moi, bien souvent, les gens, ce que je vois quand il y a quelqu'un qui est mort et qu'il y a un bébé qui naît quelque temps après, eh ben, je vois les qualités de cette personne. Dans les yeux, je le vois. Ouais. C'est comme si la personne regardait à travers les yeux de cet enfant. Est-il réincarné ou est-ce que, moi je dis toujours, ils se sont rencontrés dans l'au-delà. Quand ils étaient âmes, quand la mémé, par exemple, est partie et puis le bébé, ils se sont connus, ils se sont rencontrés en tant qu'âme et c'est comme s'ils avaient un message pour la famille. D'ailleurs, on pourrait parler des recherches du professeur Stevenson. Le professeur Stevenson a fait des recherches sur des milliers et des milliers de cas et il a retenu 30 cas qui ne peuvent pas être expliqués que par la réincarnation, qui sont vraiment des preuves en béton. Oui. Et d'ailleurs, il travaillait, je crois qu'il a travaillé avec Elisabeth Kubler-Ross, avec ces gens-là. J'entends pas, alors je écoute très bien Elisabeth Kubler-Ross, Ram Dass, Stephen Levine, c'est tous ceux qui travaillaient autour avec elle. Et moi j'en étais une, donc j'ai appris beaucoup sur eux, sur la mort et l'accompagnement des morts. Et à l'époque ils parlaient pas tellement de l'esprit, parce qu'ils étaient plutôt, ils étaient bouddhistes. Alors eux ils croient, les bouddhistes croient à la réincarnation, il n'y a aucune question pour eux. Ça, alors moi, bon. Comme je n'étais pas bouddhiste, j'écoutais bien, ça a un sens, ça peut s'expliquer, parce que je pense pas qu'on ne peut tout savoir en une seule vie. Moi, c'est ce que je me dis. Mais la réincarnation a un sens. Si on observe la nature, c'est la réincarnation permanente, avec les saisons. Voilà. Tout est à l'image de la réincarnation, si on observe la nature. Oui, c'est vrai. Nous, je crois que nous changeons de corps. Voilà. Nous changeons de corps et d'endroit souvent, et nous vivons ce que nous devons vivre pour
apprendre ce que nous avons à apprendre. Ce qui peut expliquer justement les différentes expériences, les gens qui sont malades, les gens qui sont riches, les gens qui sont handicapés, Oui. etc., etc. Et oui, et ce qui explique aussi souvent, des fois, lorsqu'on est dans une famille, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai choisi cette famille. Mais c'est vrai, Ouais. nos enfants nous choisissent et nous avons choisi nos parents pour apprendre ce que nous devions apprendre. Pas toujours facile, Non, non, c'est sûr. mais enfin, ça j'y crois. Je ne peux pas me l'expliquer vraiment, mais je sais, même les anciens croyaient d'ailleurs le ghost dance pour les Indiens, la danse des revenants, quoi. Oui, oui, oui. C'était pour les appeler à revenir, hein. Donc eux-mêmes croyaient qu'il y avait une possibilité de... et puis plus tard, bien sûr, les chamans d'aujourd'hui, alors ils croient parce qu'ils ont vu des êtres revenir qui ressemblaient à leurs anciens, leurs grands guerriers, ceux qui avaient fait des choses extraordinaires. Et ils pensent qu'ils sont revenus dans le corps d'un jeune homme ou d'une jeune femme, et puis ils le reconnaissent, quoi. Alors justement, pour citer le cas du professeur Stevenson, le professeur Stevenson a étudié des milliers de cas et il a retenu 30. Notamment, il y en avait un enfant, un jeune homme qui avait été tué d'une balle dans la tête. Et quelques années ou 2 ou 3 ans après, la personne est revenue dans un bébé et a commencé à parler à l'âge de 3 ans, a dit j'habitais dans tel village, j'étais monsieur un tel, et il se trouve que justement il avait l'impact sur son nouveau corps, il avait encore l'impact de la balle. Et il a dit j'étais tué par une balle. Et donc les parents disaient à cette époque oh tais-toi, tu dis des bêtises. Et puis excédé, ils l'ont emmené dans ce village et effectivement, et il a dit j'habitais là. Et je m'appelais comme ça, et quand ils ont sonné à la porte, effectivement, cette personne existait bien, quoi. Et on a dit, elle est décédée, justement, et le professeur Stevenson dit que c'était l'enfant qui était réincarné. Ben, vous savez, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. J'ai lu beaucoup de livres, justement, aux Indes. Oui. Ou alors c'est reconnu, extrêmement reconnu, les gens reconnaissent, parce que c'est dans leur culture, c'est inné dans eux, tandis que nous, malgré tout, c'est assez nouveau. Enfin nouveau, je veux dire, les 30 dernières années, quoi, que nous avons commencé à nous intéresser. Mais moi, j'y crois, mais c'est pas mon travail, quoi. Oui, je comprends. Quelle était votre expérience avec Elisabeth Kubler-Ross que vous avez rencontrée? Ah ben c'est une femme incroyable. Une femme incroyable, intelligente, qui malheureusement vers la fin de sa vie a commencé avec son travail, je dis malheureusement pour elle, parce que pour nous, nous étions, nous acceptons, c'est comme sont les professionnels, enfin les gens de la même profession l'ont vraiment, vraiment abîmée, quoi. Parce qu'ils pensaient qu'elle avait perdu la tête, quoi. Ben voilà, c'est facile. Elle a vu ses malades revenir elle explique dans un de ses livres, elle a vu ses malades revenir dans son bureau. Madame Schwartz. Madame Schwartz. Oui, c'est assez. Et pour elle, c'était un acte naturel. C'était devenu tellement naturel. Madame Schwartz qui était décédée d'un cancer, je crois, et qui l'attendait à la porte d'un ascenseur. Oui, puis il y en a une autre qui est venue dans son office, dans son bureau aussi. Oui, oui. Et qui lui a dit vous devez continuer à écrire votre livre, Elisabeth Kubler-Ross, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Et alors tout ça, moi, il y a tellement de choses là-dessus sur la mort et l'après-vie qui me sont arrivées à ce sujet que je n'ai aucun doute. Aucun doute. Est-ce que justement vous avez des expériences particulières à nous conter? Eh bien, écoutez, moi, je dirais celle-ci. Moi, j'ai un grand ami que j'aimais beaucoup qui s'est suicidé. Et sa mort m'avait vraiment, vraiment, vraiment frappée parce que premièrement, il avait été un de mes clients et je lui disais, il cherchait la cité d'or et je sais qu'il y a une cité d'or, mais je lui disais, mais la cité d'or, elle est dans toi, elle n'est pas dans le ciel, sur la terre, enfin, elle existait, bon. Et puis un beau jour, il est parti, quoi. Ouais. Il a voulu la rencontrer, il a pensé qu'il la rencontrait dans l'au-delà. Et un jour, moi, je suis rentrée à la maison et le voilà, là devant. Ah bon? Et puis il me dit, eh bien, tu sais, toi, tu m'avais dit que l'après-mort, c'était beau, mais c'est pas beau. Ah bon? Oui, alors j'ai été tellement surprise, enfin, un peu effrayée au début, parce que je me suis dit, une seconde, mais il est mort. Mais comment il peut être aussi... Ouais. Et puis de suite, j'ai compris que ça me prend pas longtemps. Ouais. Je lui ai dit, mais mon cher ami, je t'ai pas demandé de prendre ta vie, moi. Il y a des prix à payer quand on fait ça. Il y a quelque chose à payer quand on fait ça. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud.
Sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Josiane Antonetti, nous parlons de développement personnel, de chamanisme. Alors Josiane Antonetti, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Oh, attendez, écoutez, j'en ai tellement, moi je pourrais vous parler pendant des heures. Allez-y. Citez-nous un ou deux exemples. Oui, alors ça c'en était un. Le deuxième une autre fois, donc j'étais allée faire un mémorial pour un ami que je connaissais, son père venait de mourir, il m'a dit écoute viens, est-ce que tu peux venir faire un mémorial? Je dis bon, je le ferai, puisque c'est mon travail. Et je suis allée à Los Angeles et au milieu de la nuit j'ai été réveillée moi par un mouvement. J'ai cru que c'était un tremblement de terre. Mon corps tremblait. Je me suis dit bon, allez, tremblement de terre, Los Angeles, tu y es en plein milieu là. Et quand je me suis réveillée, donc je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger. Mais malgré tout, j'étais dans la position assise. C'était comme si quelque chose me tirait et que j'étais assise. Alors là, j'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Alors j'ai voulu appeler mon ami pour lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au moment où je l'appelais, c'est la voix de l'homme qui est sorti de ma voix, quoi. C'est sa voix à lui, je le connaissais. Ouais. Et sa femme dormait de l'autre côté de moi. Il voulait que je me lève, que j'aille lui parler. Et là, j'ai refusé. J'ai absolument refusé. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon corps à personne. Donne-moi un message, fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas prendre mon corps et ma voix. On ne peut pas faire ça, quoi. Et bon, tout s'est calmé. Enfin, j'étais quand même secouée. Pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je me doute. Et le matin, j'avais mon message qu'il a vraiment, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas raconté pour pas là. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je n'ai pas raconté, mais j'ai raconté à mon ami plus tard. Et lorsque j'étais dans l'avion, pour pas repartir, parce que je suis près de San Francisco, j'étais dans l'avion, moi. Oui. J'ai dit, écoute, quand tu veux me parler, tu te présenteras d'une façon plus différente. Oui. J'étais au hublot. Et quand je sais pas comment, je regardais le hublot, et d'un coup, sa figure était à l'hublot. Oh. Et il m'a parlé. Oh là là. Et alors là, j'ai ri. Ouais. J'ai dit quand même, je t'ai pas demandé d'aller si haut. Mais voilà, et après on en devient un peu... on peut rire, quoi. Oui. On peut rire. Enfin, vous verrez, quand vous lirez mon deuxième livre, il y a plein d'histoires, des choses comme ça. Alors justement, ce livre, on va en parler. Est-ce que vous pourriez nous présenter? Eh ben, le premier livre qui est sorti, donc, s'appelait Murmure de l'âme. Alors, Murmure de l'âme, c'est mon histoire, c'est-à-dire ma biographie, quoi, un peu. Oui. Comment, étant élevée en Corse, et comment je suis partie, enfin, la façon dont j'ai été élevée dans les rites corses, quoi. Oui. Ma grand-mère était très pieuse. Et puis, lorsque je suis partie, donc, en France, pour rejoindre, enfin, c'est la France. C'est la Corse, on dit toujours la Corse, c'est le continent. Allez, on est parti au continent vivre avec mes parents, qui a été une grande cassure pour moi. Parce que j'avais été élevée 7 ans ici et rentrée dans une famille quasi inconnue, quoi. Et on m'a dit, bon, ben, ça c'est ta mère et ton père, hein. Bon. Et puis après ça, je suis partie aux États-Unis. Et voilà, c'est mon histoire et comment après j'ai eu une NDE. Et juste après ma NDE, je suis partie en Amérique et donc c'est là que tout mon développement a commencé. Alors vous avez vécu une NDE, vous dites? Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Ben justement, le processus, comment ça s'est passé? Le processus, c'est que j'avais été très malade, j'avais une grande infection, donc on m'a emmenée à l'hôpital, on m'a fait une opération de suite, et aussitôt que je me suis réveillée de l'opération, je suis tombée dans un coma. Oui. Et pendant 3 jours, je suis dans un coma. Alors la première phase, c'est que je me réveillais souvent, et enfin, j'avais des absences de, comment je pourrais dire ça? Ce que je pense, c'est je quittais le corps, quoi, et je revenais. Mais au début, lorsque je revenais, je me réveillais, j'avais très peur parce que je savais que je mourrais. Je le savais, j'en étais sûre. Et donc, il y avait des êtres qui étaient tout autour de mon lit que je ne connaissais pas. Car ma famille m'a dit, ah, ça c'était tante aussi, c'était l'oncle ça. Enfin, je ne connaissais pas, il me faisait très peur parce qu'il venait très près de moi et il me faisait peur. Alors je les poussais avec les mains, je les repoussais, je me battais quoi un peu, je les repoussais. Ils venaient à une vitesse incroyable. Et puis après, la deuxième phase, je me suis trouvée au plafond. Et la Josiane qui était au plafond, ben, c'était la même, c'était moi quoi. C'est-à-dire que je ne me rendais même pas compte que ce n'était pas moi, disons. Et puis je voyais, alors j'avais une vue incroyable de mon lit, de mon lit d'hôpital, où je regardais et j'étais toute petite et grise, comme si j'étais très 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 haut. Oui. Et puis à un moment donné, je me suis précipitée dans ce corps et je me suis rendu compte que c'était moi.
Et alors là, quand ça devait être un de ces moments où je me suis réveillée probablement, je ne sais pas. Et puis ça c'était la deuxième phase. Et puis là, alors je voyais tout, je pouvais voyager à des vitesses incroyables. Je n'avais même pas besoin de penser. Je suis allée en Corse voir ma grand-mère que j'adorais, sans y penser même. J'ai pas dit je vais y aller, je vais aller là-bas, sans penser. Toutes mes désirs devenaient réalité d'un coup, sans même y penser. Je suis allée voir mon fils, enfin j'ai vu des choses, j'ai vu ce que j'appelle des anges aujourd'hui, des formes magnifiques, pleines d'amour, qui dansaient avec moi, je dansais avec eux, mais c'était une danse très légère, pas danser, vous savez, un peu comme les poissons dans l'eau qui bougent gentiment. Oui. Le dauphin un peu, voilà, c'était une danse comme ça. J'étais heureuse. Moi, j'ai cru que ça, c'était la réalité. Pour moi, c'était ma réalité. Justement, est-ce que vous aviez l'impression que, en étant dans cet état-là, que c'était une réalité comme la réalité, comme ce qu'on vit aussi aujourd'hui, là, en ce moment? Absolument. Même peut-être plus forte. Beaucoup plus forte, parce que vous n'avez plus l'intellect et le mind. Bon, mais je sais pas comment le traduire. Bon, on n'a pas l'intellectuel et donc il n'y a rien. On est en état pur. C'est-à-dire il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tout ça. C'est tout le truc de l'intellect. Je dis pas l'intellect, il y a un autre mot. On peut dire que c'est le ressenti justement par rapport à notre incarnation. Voilà, le ressenti de l'être humain. De l'être humain, voilà. C'est très terrestre, hein, c'était très matériel ici. Hein. Voilà. Alors, tout ça, vous ne l'avez plus. Tout ça est parti. Parce que, étant donné qu'on n'a plus le véhicule qui nous emmène tout ça. Alors donc, l'amour est parfait. Tout ce qu'on sent, c'est tellement, enfin, pour moi, ça a été tellement magnifique que la troisième phase, c'est quand je me suis échappée complètement et je suis devenue la lumière. J'étais dans la lumière et ce n'était pas la lumière et moi, j'étais la lumière. C'est-à-dire pas moi, enfin, je me suis comme fondue dans et on est devenu qu'un. Et c'est à ce moment-là que c'était extraordinaire, c'était magnifique. C'est à ce moment-là que j'avais un cousin qui était mort 2 ans avant que je fasse ce voyage incroyable, et c'est lui qui est venu me voir, et quand il m'a embrassé, c'était réel, comme si un être humain m'embrasse aujourd'hui, pareil. C'était ma réalité, c'était vrai, et il m'a regardé, et puis à un moment donné, il est parti, et il marchait à reculons en me regardant, en me disant: il faut que je parte et toi, il faut que tu retournes. Et moi, je lui ai dit: mais parte, retourner, mais quoi? Je comprends pas. Et il m'a dit: tu as beaucoup de travail à faire sur la terre, il faut que tu repartes. Et bien sûr, je lui ai dit: non, absolument pas. Je reste, moi. Mais qu'est-ce que ça veut? Je savais même pas le mot rester, partir, ce que ça voulait dire, parce que c'était tellement vrai que je ne savais pas qu'il y avait une autre réalité qui était ma réalité physique. C'est ce que disent tous les expérienceurs. Moi, j'ai une amie, Nicole Dron, qui a vécu une ENDE, et elle dit: tout en étant moi, j'étais la lumière. Et voilà. Et j'étais une étincelle, une parcelle de cette lumière. Et oui. Et après, c'est dur à vivre. On revient dans le corps. C'est certain. Et finalement, c'est le corps qui nous bloque, qui nous bride. Notre corps, la société, les conditionnements. Et oui, c'est ça. Mais finalement, tout est rattaché au corps. C'est le corps qui nous isole de tout. Eh oui, mais c'est à nous, c'est pour ça que c'est à nous à apprendre maintenant. Maintenant, une fois que je suis revenue, je me suis donc réveillée dans un corps qui était torturé par toutes sortes de tubes et parce que quand même, j'étais très très malade. Mais vous vous rendez compte, vous avez un espace incroyable et vous retournez dans un corps qui est minuscule comparé à l'expérience que vous avez eue. Et au début, vous ne faites que pleurer. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pouvez même pas vous l'expliquer, parce que vos cellules s'en rappellent pour le restant de vos jours. C'est vrai. Ça a été une expérience incroyable, et vous rentrez dans ce corps et vous vous dites: bon, les gens, vous ne les voyez plus pareil, la vie n'est plus la même, tout a changé, enfin tout est réel, quoi. Finalement, c'est devenu réel. Finalement, c'est l'expérience du positif et du négatif. Oui, parce que d'un côté, c'est tellement merveilleux. Bon, ce qu'on dit, puisque c'est si merveilleux, mais pourquoi tu m'as renvoyé? Hélas, il faut que la vie reprenne. Mais je vais vous dire que depuis, quand même, ma vie, elle est beaucoup plus belle. Oui, je me doute. Ah oui, je la vois plus pareil. Et souvent, les gens ne me comprennent pas.
Et en ayant justement vécu une expérience comme ça, est-ce qu'on a la possibilité de comprendre ce que l'on fait dans le physique? Quelle est la signification du monde physique? Eh bien, voilà ce que je dis toujours à tout le monde, c'est que nous ne sommes pas des êtres physiques ayant une expérience spirituelle, nous sommes un esprit qui vivons une vie corporelle. C'est très différent. Alors pourquoi on vit justement cette vie corporelle? Eh bien, écoutez, moi je pense bon, quand j'aurai la vraie réponse, je pourrai vous la dire, mais moi, dans mon expérience à moi, eh bien, parce qu'il faut qu'on expérience la vie sur la Terre pour se comprendre, faut dire qu'on n'est pas parfait, hein. Ouais. Et ça c'est une réponse qui est très dure à répondre. On ne sait pas. En fait, quand on dit dans les religions, faut travailler pour gagner son ciel. Voilà. Ah, Moi, ce que je dis toujours, c'est pas, il y a pas, oui, d'un côté c'est vrai parce que je dis toujours, nous allons mourir de la façon dont nous avons vécu, et notre après-mort sera la réflexion de ce que nous avons vécu ici aussi. Voilà. Mhm. Alors autant essayer le plus possible de grandir et de devenir plus large dans notre esprit, parce qu'éventuellement nous allons le quitter ce corps et ce sera beaucoup plus facile lorsqu'on comprend le voyage et lorsqu'on comprend que ce que nous faisons ici, nous allons l'apporter là-bas. Et si nous avons fait du mal, eh ben, ça sera un peu plus difficile à passer les étapes, hein. En fait, c'est l'expérience du positif et du négatif. Il y a du positif et du négatif partout. Donc quand on est de l'autre côté, on est dans la phase positive, et quand on est ici dans le monde physique, peu importe sur quelle planète on est dans le négatif. La société est dans le négatif, je ne peux pas dire tout le monde. Oui, mais la société totalement. La société est très négative, ça c'est certain, mais je veux dire, même dans le meilleur des cas, si on est heureux, si on est en harmonie sur la Terre, ça sera toujours négatif par rapport au monde de l'autre côté. Ah, je sais pas si je peux dire ça. Non, je crois pas que je peux dire que. Vous voyez, comme tout a une raison d'être, je crois que le négatif, souvent nous voyons les choses négatives. Moi, ce que j'ai appris maintenant, tout ce que je fais, c'est des leçons que je dois apprendre. Et alors, j'en ai pas envie des fois, Et là, c'est des leçons qu'il faut que j'apprenne. Ouais. Et elles sont négatives peut-être au point de vue social, elles sont négatives au point de vue émotionnel. Hein. Mais il faut que je les apprenne. Moi, je dis toujours, il faut que je passe à travers le feu. Oui, quand je puisse me purifier, continuer. Quand je dis négatif, ça ne veut pas dire que c'est vraiment négatif, puisqu'on travaille ici pour justement créer du positif. Voilà. Mais quand je dis on est dans la partie négative de la vie, c'est-à-dire que de l'autre côté c'est facile, et ici le fait déjà d'avoir un corps, c'est pas, on est bridé. Oui, ça n'a pas été un cadeau, mais c'est là, pas un cadeau. Et c'est pas un cadeau pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Oh là là, oui. Il y a des gens qui ont des grandes pertes. Bien sûr. Des handicapés. Voilà. Et il faut comprendre pourquoi. Et c'est là que l'incarnation, peut-être, la réincarnation, fait un sens. On comprend, bon, eh bien, ces gens-là, cette fois-ci, il faut qu'ils apprennent quelque chose et on sait que éventuellement, la prochaine fois, ils ne seront pas comme ça. Mais il faut apprendre nos leçons. Hein. C'est sûr, c'est dur. Écoutez, ceux qui ne sont pas allés à l'école, non plus, ils ont des métiers plus bas que ceux qui sont allés à l'école. Oui, c'est sûr qu'on est à l'école ici. C'est tout relatif. Et là-bas aussi, il y a des stages aussi. Ouais. Je ne vais pas dire que celui qui a été un criminel toute sa vie, il va arriver, il va avoir des belles, des ailes d'ange. Hein. Oui. Il va falloir que lui aussi, il se rende compte, lui ou elle, hein, je dis, il va falloir qu'ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Oui. Et il va falloir quand même travailler là-dessus, hein, et le comprendre. Et souvent, pendant un moment, ils sont dans l'astral très sombre, hein, pour qu'ils puissent apprendre ce que c'est que de souffrir. Oui. Et le mal qu'ils ont fait, parce qu'autrement, alors, il y a quand même une justice. Hein. Bien sûr. Il y a quand même une justice là-bas aussi. Moi, j'étais assez jeune, j'ai fait des bêtises, mais enfin, j'étais assez jeune pour pas... J'en avais pas fait assez, pour être là. Il y a bêtises et bêtises. Oui, j'ai fait des bêtises de jeunesse, Oui. Tandis que maintenant, je sais qu'il faut que je fasse très attention. Vous avez rencontré le professeur Raymond Moody aussi? Oui, il y a longtemps. Oh là là, il y a longtemps. Il doit y avoir au moins 25 ans. Oui. Et quelle a été justement l'expérience de cette rencontre? C'était un homme merveilleux. Rendez-vous compte, nous étions à une radio... c'était un truc de télévision, comment on dit ça, un show. Un show, oui. Et moi, je faisais partie, et donc on me posait des questions. Lui, c'était le scientifique qui expliquait. Oui. C'était un homme incroyable. Oui.
adorable, simple, vraiment, il nous a mis à l'aise. Et alors, lui, c'est un des pionniers, hein. Oui, il a écrit La vie après la vie. Oui, Voilà. ça m'a sauvé la vie, moi, lorsque j'ai lu son livre. Oh, et ça a sauvé la vie à beaucoup, hein. Oui, parce que je me disais, mais enfin, t'as perdu la tête. Ouais. Et lorsque j'ai vu que je n'étais pas la seule, alors là, j'ai cherché. J'ai compris que, bon, c'était vrai, parce que mon docteur m'avait dit, oh, on t'a donné tellement de morphine, tu sais, tu as dû rêver. Ouais. Je me disais, mais non, c'est pas possible. J'ai tellement changé que j'ai pas pu rêver. C'était pas un rêve. Et docteur Moody, lui, nous a dit, mais non, c'est pas un rêve. Il y a un très grand professeur aussi, comment il s'appelle? Oh là là, je perds du son. Il est très connu aussi, qui est devenu un très bon ami. Oui. Et qui a écrit des livres là-dessus aussi, et qui a fait des recherches, et qui m'a beaucoup posé de questions, comme vous faites aujourd'hui. Oui. J'oublie son nom. Bon, il y a beaucoup de livres sur ce sujet en Amérique depuis 30 ans au moins. Oui. Attendez, plus que ça, 36 ans. Le professeur Raymond Moody, qui a participé au grand colloque de Martigues il y a 3 mois, et qui a sorti un livre réactualisé de La vie après la vie, et qui va sortir un livre, je crois, dans 1 an, et je pense qu'il va le publier en France, et qui disait que dans 4 ou 5 ans maximum, on aurait des preuves justement sur l'après-vie. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas révéler là tout de suite, mais il disait qu'on aurait des informations, on ferait un bond en avant. Ah ben écoutez, hein, ça va changer beaucoup de choses, mais je ne sais pas si le monde est prêt. Hein. Il faut l'y préparer. Vous savez, notre conférence a été un grand succès, et la conférence à Ajaccio. Ça a été un très grand succès, il a fallu, on a refusé plus de 50 personnes. Alors justement, c'est une conférence sur quoi C'était sur l'après-vie. Ajaccio, oui, d'accord. Oui, c'était sur l'après-vie et le chamanisme contemporain. Et ça a été vraiment très, très... Alors, ça a vraiment surpris tout le monde parce qu'on s'y attend... Enfin, je sais pas, je suis pas ici. Moi, je savais que le sujet de la mort intéresse les Corses. Les Corses, c'est la mort, hein. Ils ont le culte des morts ici. Donc je savais, mais à la fin de la séance, enfin à la fin de tout le travail que nous avons fait, quoi, et on m'a dit, ben, tu nous as donné de l'espoir. Parce qu'ici, ils ont vraiment, malgré qu'ils ont le culte, la mort, c'est quelque chose de noir. Et là, ça leur a donné un coup d'espoir que quand même, ceux qu'ils aiment sont autour. Alors, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui étaient vraiment touchés. Alors justement, vous faites des conférences, vous écrivez des livres. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos activités au jour le jour? Oui, mais j'en fais plusieurs. D'ailleurs, donc mes activités sont mettre les gens en contact avec les gens qui sont décédés. C'est un contact avec les êtres aimés pour qu'ils puissent vivre une vie harmonieuse. Harmonieuse, oui. Que les morts ne les retiennent pas de vivre leur vie, quoi. C'est pas parce que quelqu'un est mort que d'un coup on s'enterre. Non, c'est sûr. Au contraire, les morts nous disent, mais je suis bien, moi, continue, profite de la vie, partage ton amour, partage tout ce que tu as. Mais les gens, bien souvent, ne l'entendent pas. Donc vous faites des conférences sur le sujet, oui. Je fais des ateliers chamaniques où j'apprends justement aux gens comment incorporer, revenir, parce que j'ai l'impression que dans notre société, notre âme nous a quittés. Elle ne nous quitte jamais. Mais elle est partie au loin. On s'intéresse pas beaucoup à notre âme. C'est sûr. Et je pense que c'est très important. C'est comme s'il faut qu'on incorpore notre spirit, notre esprit dans le corps. On l'a séparé, on a fait 2 choses. Là, c'est mon esprit, là, c'est mon corps. C'est pas vrai. On est un. Et lorsqu'on réintègre notre corps, je disais, moi, lorsque j'ai réintégré mon corps, finalement, parce qu'au début, après mon expérience, je ne voulais pas être sur la Terre, hein, je voulais partir. Je disais toujours, c'est pas ma planète, je me suis trompée, moi. Et puis, lorsque j'ai finalement incorporé mon corps, c'est-à-dire revenir sur l'être physique que nous sommes, la terre, le contact avec l'être humain, quoi, le contact de mon corps, alors là, je suis redevenue entière. Et je crois que nous ne sommes pas entiers. Non, c'est sûr, oui. Alors, vous avez écrit Murmure de l'âme, vous me disiez tout à l'heure. Alors, c'est quelles éditions on peut le trouver? Les éditions Les Trois Monts. Les Trois Monts. Voilà, et le deuxième, c'est Voyageuse de l'invisible. Voyageuse de l'invisible, on peut le trouver quelle édition? Eh bien, pareil, c'est l'édition Les Trois Monts. Les Trois Monts, d'accord. Et puis, voilà, je crois que c'est tout ce qu'il faut donner. Il devrait être dans toutes les librairies. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion particulier? Eh bien, écoutez, moi, il y a un message que comme je vous ai dit au début, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience physique. Ce n'est pas le contraire. Et je
une très belle chose que j'ai mis dans mon livre. Je vais vous le lire très vite. Et ça, normalement, je finis par c'est un poème, c'est quelque chose qui a écrit de les Hopi, la nation Hopi. Oui. C'est les Indiens. Et ils disent: bannissez le mot querelle de votre attitude et de votre vocabulaire. Tout ce que nous faisons maintenant doit être fait d'une manière sacrée et dans la célébration. Nous sommes ceux que nous attendions. Et moi, je trouve que c'est tellement fort, ça. C'est sûr. Parce que c'est nous l'esprit, c'est nous Dieu, c'est nous. Il n'y a personne qui va venir et nous sauver. Il faut qu'on sauve notre belle terre et sauve notre société de ce que nous faisons, quoi. Bien sûr. Voilà. Josiane Antonetti, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.